Karine Ramondy, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a mené une guerre totale au Cameroun ? Déjà, on commence par dire que la France a mené une guerre au Cameroun, une guerre de décolonisation. C'est déjà posé, quelque chose qui ne va pas de soi, surtout en France, où cette page d'histoire est relativement méconnue, même s'il y a eu déjà des ouvrages fondateurs sur cette question. Pourquoi une guerre totale ? Parce qu'on part évidemment du constat qu'il y a eu véritablement des violences répressives qui ont été exercées par les autorités coloniales et l'armée française avant et après l'indépendance de 1960. Et que ces violences se sont peu à peu inscrites dans ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, qui pratique donc un certain nombre de violences physiques, psychologiques, des violences collectives, des déplacements forcés de population, et que, au total, si on additionne cette période où la DGR est mise en place au Cameroun, plus ce qui précède, c'est-à-dire les répressions politiques, les répressions diplomatiques, les répressions policières et judiciaires, je crois qu'on peut utiliser le terme de guerre totale. Et vous attirez l'attention, notamment sur un massacre méconnu, c'est en décembre 1956 à Équité. Alors ce massacre n'est pas tout à fait méconnu, il est très connu par les Camerounais et il a été déjà documenté dans le livre Cameroun. Oui, c'est un massacre qui a lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956, en plein moment où on essaie d'empêcher les élections de 1956 et notamment les campagnes armées menées contre l'UPC. Et donc en fait, c'est un massacre qui nous semblait intéressant évidemment de documenter parce qu'il y avait une vraie attente sur ce moment très fort. Nous sommes rendus sur place d'ailleurs avec la commission, nous avons rencontré des témoins, notamment deux frères, Bassemel et Oscar Pigla, qui étaient des enfants à l'époque et qui nous ont permis de croiser avec les sources militaires leurs témoignages, ce qui nous a permis de constater que finalement ce massacre a été maquillé en affrontement rangé par le commandant de la garde camerounaise à l'époque qui s'appelle Gabriel Olin, qui mène des pelotons et qui va se livrer à un assaut sur une réunion du PCiste qui se réunit afin de déterminer les actions. C'était une grosse réunion locale et finalement, alors qu'on est à peu près sur un bilan de 50 morts, c'est le rapport de l'opération militaire, on estime qu'il y a probablement entre 100 voire 200 pour les porteurs de la mémoire locale personnes massacrées et que la version qui est finalement arrêtée est de 20 morts. Et en fait, à travers ce massacre, c'est un petit peu une forme de massacre emblématique puisque, craignant le scandale, les autorités françaises vont très vite mettre en place un narratif officiel qui va revoir à la baisse le nombre de morts. Et nous, évidemment, on a documenté cela le plus précisément possible en croisant archives militaires et archives orales. À partir de novembre 1957, écrivez-vous, sont organisées des OPAC, des zones de pacification du Cameroun, c'est-à-dire des camps d'internement. Pourquoi cette politique de déplacement forcé des populations ? Alors, si je puis me permettre, c'est pas tout à fait exact puisque il y a des zones d'exception. Il y en a plusieurs qui vont se succéder. La ZOPAC est une zone de pacification et à l'intérieur de ce dispositif, en effet, il y a des déplacements de population qui sont envisagés. Selon une note de sûreté, on pense qu'il y a eu 30 000 déplacés sur 60 000 habitants en janvier 1958. Évidemment, il n'y a aucun recensement exhaustif. Pourquoi déplace-t-on les populations ? Tout simplement pour mieux les contrôler, puisque ça fait aussi partie des éléments de la fameuse doctrine de la guerre révolutionnaire, parce qu'une population regroupée, c'est une population qui est coupée de ses bases familiales, claniques, et qui permet évidemment de pouvoir garder une relation ou des liens de ravitaillement avec ceux qui sont appelés les maquisards, les combattants. Et ça permet aussi, quand on regroupe les populations, de mieux les contrôler et d'avoir une véritable action psychologique sur ces personnes. Et vous dites qu'à partir de 1956, une cinquantaine de femmes sont jugées, condamnées et victimes de tortures distinctives. Y a-t-il eu des violences sexuelles ? Alors, c'est l'un des apports de ce rapport puisque nous avons réussi à documenter un certain nombre de trajectoires de femmes, notamment la vice-présidente de l'UDFEC, Marthe Bahia, ou d'autres femmes qui ont subi, quand elles étaient notamment
évidemment emprisonné après la répression de mai 55 et de l'interdiction de l'UPC en 1955. Des traitements très sévères, très difficiles. Évidemment, la question du viol est toujours difficile à documenter parce que les archives militaires, ce sont des non-dits. Et lors des arrestations, les témoins disparaissent et les personnes arrêtées ou qui ont été violées ont du mal à témoigner. Et aujourd'hui, nous arrivons à un moment où les personnes qui ont vécu cette histoire sont relativement âgées. Je rappelle quand même que nous avons perdu, entre le moment où nous avons commencé ce travail et la fin du travail, nous avons perdu un certain nombre de témoins qui étaient déjà bien âgés. Alors sur la torture dans les prisons coloniales du Cameroun, vous dites que l'opinion publique française ne s'y est pas intéressée sur le moment car elle était polarisée par la torture en Algérie. Comment se fait-il, Karine Ramondi, que les militants anticolonialistes de l'époque, comme Henri Alleg et de nombreux autres communistes français, aient dénoncé la torture en Algérie et pas au Cameroun ? Écoutez, je pense que c'est pas tout à fait exact de dire qu'il y a aucun militant anticolonialiste qui s'est intéressé à ce qui se passait au Cameroun. On avait quand même tout le comité de défense des libertés démocratiques en Afrique noire qui s'en est quand même emparé. Mais c'est vrai, je pense aussi que c'est lié au fait qu'il y avait une polarisation sur l'Algérie à cette époque, parce qu'il y a eu évidemment la question des appelés du contingent qui a aussi beaucoup polarisé la presse française de l'époque sur ce qui se passait en Algérie et très peu au Cameroun. D'ailleurs, c'est l'un des aspects que nous avons dû réduire, mais nous avions aussi beaucoup travaillé sur le panorama de la presse, comment est-ce que la presse voyait le Cameroun en France. Il existe quand même des comités qui se sont mobilisés, des avocats qui se sont mobilisés, comme Kaldor, Stib, enfin des personnes qui sont relativement bien documentées dans le rapport. Mais c'est vrai que ça passe un peu sous les radars, en tous les cas médiatiquement à l'époque, parce que le Cameroun n'est pas du tout au centre des préoccupations françaises. Et parce que, tout simplement, il n'y a pas d'appelés du contingent de l'armée française au Cameroun, il n'y a que des militaires de carrière qui ne sont que quelques 300 ou 400, c'est ça ? Oui, il y a une faible proportion de militaires au Cameroun et je ne sais pas si c'est l'unique raison, mais en tous les cas, le fait qu'il n'y ait pas d'appelés du contingent au Cameroun a certainement favorisé cette dissymétrie dans la façon dont les Français ont pu aborder ce qui se passait au Cameroun à cette époque. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est abattu dans le maquis. Ses carnets personnels sont alors saisis par l'armée française, mais depuis, ils sont introuvables. Est-ce que vous avez pu en savoir plus ? Alors écoutez, oui, parce qu'évidemment, on savait qu'il y avait une très forte attente sur ces carnets. Nous les avons vraiment retournés et fait retourner toutes les archives de Vincennes pour retrouver ces carnets. Alors évidemment, c'est comme si les gens attendaient qu'on retrouve la valise de Ruben Oumniobé. Nous n'avons malheureusement pas pu retrouver ces carnets, ni cette valise intacte, puisque ça serait un peu chimérique de l'imaginer dans son état originel. Par contre, là où nous avons fait une véritable avancée, me semble-t-il, c'est que ces fameux carnets ont été retranscrits par Georges Chaffard dans son ouvrage Les carnets de la décolonisation. Le journaliste oui. Georges Chaffard. Tout à fait, exactement. Et que nous avons découvert qu'il y a eu très clairement une correspondance entre Lamberton, le lieutenant-colonel Lamberton qui dirigeait la ZOPAC en Sanaga-Maritime de l'époque. Donc l'un des chefs de la répression française. Tout à fait. Qui aurait donc fourni à Georges Chaffard lui-même une recopie de ces carnets. Ce qui signifie donc qu'en fait, on a progressé sur sa traçabilité, mais ce qui montre bien aussi certaines connexions et aussi le fait que certaines sources, tant qu'elles n'ont pas été véritablement identifiées comme existantes, doivent faire toujours l'objet d'une attention très particulière des historiens et des historiennes. En septembre 58, c'est le général de Gaulle qui préside la France. Aurait-il pu donner lui-même l'ordre d'exécuter Ruben Oumniobé ? Écoutez, je pense que ce serait un peu un raccourci de dire cela, dans la mesure où en fait, on sent très bien quand on fait ce travail d'archive et d'analyse qu'il y a le terrain, il y a des intermédiaires et des intermédiaires auxquels font confiance l'administration française qui est en métropole. C'est une chaîne de commandement. Il est très clair que les choses se passent sous l'égide du haut-commissaire Roland Pré, de Daniel Doustin, de Lamberton et que de toute façon, l'objectif est de réduire au maximum l'influence de celui qui est le leader le plus charismatique de l'époque de l'UPC. Et son corps est exposé, photographié, afin que toutes les populations sachent qu'il est mort. Oui, c'est évidemment un passage obligé quand on veut faire tomber un mythe. Il faut, l'idée est de montrer que celui qui semblait inattaquable, intouchable, immortel,
est mort. Et d'ailleurs, on voit très bien que ça a un impact psychologique sur les populations, puisque à la suite de l'annonce de sa mort, et puis ensuite de l'exposition de son corps, on a pu observer un pic dans le nombre de ralliements qui se font des UPCistes à l'administration. À partir de 1958, vous dites que côté français, la répression au Cameroun est également supervisée à Paris par Jacques Foccart, qui devient conseiller du général de Gaulle et secrétaire général aux affaires africaines et malgaches, qui a donné l'ordre de tuer par empoisonnement Félix Moumié. Ce sera le 3 novembre 1960 à Genève. Là encore, les ordres ne sont jamais écrits ou très rarement. Donc on a pu retracer une chaîne de commandement hypothétique mais qui est réelle dans le sens où en fait on voit très bien comment cette chaîne de commandement a pu se mettre en place, tout simplement parce que nous avons eu aussi accès à des archives qui étaient jusqu'alors classifiées sur William Bechtel, qui était l'agent du SDEC qui a donc empoisonné Félix Moumié à Genève quelques jours avant son décès le 3 novembre, comme vous l'évoquiez. C'est assez intéressant parce que ces archives nous ont permis de creuser sur le portrait de cet agent qui apparaissait comme un simple honorable correspondant au départ. Dans mes propres travaux, c'est ce que j'avais d'ailleurs déjà un peu identifié, même si j'avais travaillé sur un portrait un petit peu plus au long cours. Mais là, on s'aperçoit que c'est vraiment un cadre du renseignement et quelqu'un d'extrêmement introduit, protégé, qui a même pu peut-être laisser beaucoup de preuves derrière lui, car il savait qu'il ne serait absolument pas inquiété. Alors vous écrivez qu'il s'agit d'un assassinat politique impliquant la responsabilité du gouvernement français. Est-ce que Foccart est dans le coup ? Oui. Et Michel Debré, le Premier ministre ? Écoutez, moi je peux pas nommément dire un tel est dans le coup ou Foccart est dans le coup. C'est une chaîne de commandement qui s'organise, mais je n'ai pas d'archives prouvant que un tel a dit oui, un tel a dit oui. Mais on sait que ce sont des chaînes de commandement qui se font dans cette optique et qui ont pour objectif à ne pas laisser de traces. Mais malheureusement, les assassinats ont la vie dure et les assassinés restent. Et on voit bien comment finalement la mémoire de Moumié aujourd'hui montre très bien que cette chaîne de commandement est complètement plausible, elle est même réelle et elle a eu l'effet escompté. Alors dans ce rapport qui a été rédigé par 14 historiens camerounais et français dont vous-même, Karine Ramondi, vous montrez combien cette guerre a été féroce à partir de 1955 et de l'interdiction de l'UPC. On pourrait croire qu'en 1960, avec l'accession du Cameroun à l'indépendance, ça va s'arrêter. Eh bien non, au contraire, les violences redoublent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut pérenniser l'installation d'Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 et que cette indépendance doit être solidifiée dans un temps relativement court pour que la France ne reste pas trop impliquée trop longtemps militairement au Cameroun. Il s'agit là, évidemment, des grands apports que nous ont permis d'avoir le nouveau fonds d'archives du général Briand, qui est un don d'archives qui a été fait à la commission et qui nous a permis de documenter véritablement comment se met en place la mission du général Briand, qui a donc vocation sur place à assurer la répression des mouvements dits désormais d'opposition qui pourraient venir nuire à la stabilité du gouvernement d'Ahidjo. Briand a-t-il utilisé du napalm sur les villages camerounais ? Nous n'avons pas trouvé de traces de napalm, mais ça ne veut pas dire que la violence qui s'est exercée sur les villages de l'Ouest n'est pas très importante puisque nous avons pu tracer l'utilisation de cartouches incendiaires qui sont tout aussi meurtrières. Entre 1945 et 1971, combien de Camerounais sont tués par cette vague de répression ? Toujours très difficile de faire un bilan chiffré, mais là, il semblerait qu'on soit sur des dizaines de milliers de morts. En cela, nous n'avons pas avancé beaucoup par rapport à d'autres ouvrages qui avaient évoqué déjà ce bilan. Si on s'en tient aux chiffres à minima qu'on peut trouver, on est à 7500 combattants et civils tués. Autant vous dire que c'est complètement ridicule parce que ça n'inclut absolument pas toutes les populations civiles qui ont été touchées par cette guerre. Ça n'inclut pas tous les fuyards abattus qu'on a soupçonnés être des UPCistes et qui ne l'étaient pas. Toutes ces populations qui ont été déplacées et qui ont été finalement précarisées. Donc des dizaines de milliers de morts me semblent tout à fait adéquats. C'est assez général, mais ça a le mérite de l'humilité. Et comme vous le dites, plusieurs historiens avaient déjà beaucoup travaillé sur la question. Quelles sont les lacunes que vous avez voulu combler dans ce rapport ?
Nous avons essayé de documenter toute la question des camps de regroupement qui avait été relativement peu travaillée, certains massacres. Nous avons essayé de travailler aussi tous les aspects de la répression diplomatique, qui est un terme que nous utilisons parce que nous avons beaucoup travaillé sur tous les stratagèmes diplomatiques qui sont mis en place pour réprimer l'action des UPCistes à l'international, y compris quand ils vont en exil à partir de 1955. Il y a plein d'apports, mais on fera une autre émission pour déterminer tous ces apports précis. Mais c'est vrai que nous avions vocation tout de même à aller plus loin sur certains aspects. Et vous avez évoqué la répression judiciaire, aussi tout ce qui concernait les femmes. Nous avons essayé de documenter au maximum tout ce qui concernait les femmes. C'est vrai qu'on s'est heurté parfois à des problèmes de sources, notamment en termes de témoignages, mais nous avons fait notre maximum en 20 mois. À l'origine de ce rapport que vous avez rédigé avec vos 13 collègues camerounais et français, il y a une initiative du président français Emmanuel Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Des suites politiques qui lui incombent. Nous lui avons formulé un certain nombre de demandes de reconnaissance et des recommandations qu'il a bien entendues, qu'il a évoqué vouloir suivre. Nous attendons donc la suite. La reconnaissance, ça veut dire qu'il en soit fait mention, par exemple, dans les manuels scolaires ? Ça va au-delà de la mention dans les programmes scolaires. C'est une reconnaissance effective de certains faits, par des discours, par une lettre. Ça s'inscrit évidemment, il y a aussi une très forte demande pour inscrire cette page d'histoire totalement méconnue ou très peu connue dans les programmes scolaires. C'est une évidence. Et voulez-vous que la responsabilité de la France soit clairement établie dans les assassinats de Ruben Numniobé et de Félix Moumié ? Totalement. Et souhaitez-vous, comme un certain nombre de Camerounais, que la France puisse accorder des réparations ? Du point de vue de l'historien, la question des réparations ne nous incombe pas, en fait. Je pense que déjà ce rapport on pourrait considérer que c'est déjà une forme de réconciliation morale, qui peut déjà être une forme de réparation. Pour la question des réparations financières, pour la question de tout ce qui est la qualification juridique de certains termes, les historiens ne sont pas des juristes, ils ne sont pas des hommes politiques. Chacun fait son métier. Nous avons essayé de faire une somme la plus précise possible. Elle a sûrement plein de défauts, il y a sûrement plein de choses qu'on nous reprochera, mais nous avons essayé de poser là quelque chose qui peut servir justement, pourquoi pas, à faire justice. Ce mardi à Yaoundé, quand vous lui avez remis votre travail collectif, le président camerounais Paul Biya vous a félicité pour ce travail de recherche très remarquable de conciliation mémorielle, a-t-il dit. Vous avez brisé un tabou, mais au-delà, il ne vous a pas ouvert ses archives, à la différence d'Emmanuel Macron. Alors, quelle est votre réaction ? Je suis obligée de rectifier ce que vous venez de dire parce que nous avons eu accès tout de même à des archives au Cameroun. Nous n'avons pas eu accès aux archives nationales de Yaoundé, malgré nos multiples demandes, mais nous avons eu accès à d'autres archives, d'autres fonds d'archives qui n'étaient pas aussi connus. Et je pense que justement, ça va peut-être être l'occasion de valoriser ces fonds, notamment des archives régionales, des archives préfectorales, qui nous ont aidés à exhumer des documents qui n'avaient jamais été vus. Donc en fait, c'est pas aussi binaire que ça. C'est vrai qu'on déplore de ne pas pouvoir avoir accédé aux archives nationales de Yaoundé, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu accès à toutes les archives au Cameroun. À l'heure actuelle, il n'existe aucune commémoration officielle au Cameroun pour Ruben Numniobé, Félix Moumié et Ernest Ouandié. Que recommande votre rapport ? Concernant les deux premiers, ce que je peux vous évoquer, c'est que nous avons fait des recommandations aussi qui s'adressent au président français et au président camerounais. Concernant les responsabilités françaises dans l'exécution de Ouandié, nous développons beaucoup de pages pour montrer qu'elles n'incombent pas aux autorités françaises et que, évidemment, il importe que les suites mémorielles soient aussi suivies du côté camerounais. Alors du côté du Manidem d'Anissé Kané, qui est l'un des partis qui se revendique de l'héritage de l'UPC, on dit que les Camerounais ne peuvent pas demander au bourreau de faire le bilan de son œuvre et que l'initiative mémorielle d'Emmanuel Macron vise en fait à disculper la France de ses responsabilités. L'UPC Manidem, ce sont, avec beaucoup de respect, des militants politiques. Je dirais que les historiens n'ont pas de nation. Ils travaillent en objectivité sur des archives et pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas illustrés pour avoir réalisé des travaux qui étaient à l'éloge des bourreaux, pour reprendre vos termes. Donc je pense que si vous voulez considérer qu'aujourd'hui en France, des historiens français ne peuvent pas écrire cette histoire avec objectivité, c'est faire injure à notre expertise. Karine Ramondi, merci.